Je reste là. Le clairon. Alors, un accord de coalition a donc été annoncé jeudi 4 avril entre les Patriotes, donc menés par Florian Philippot, vous le savez, et Via, la Voix du Peuple, menée par Jean-Frédéric Poisson, pour une liste européenne. Et nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Et à tous. merci beaucoup d'être avec Merci nous à vous. aujourd'hui. Alors, je rappelle donc, je vous l'ai dit, vous êtes président de Via, la Voix du Peuple, et auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les questions bioéthiques, notamment celui-ci, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Personne ne doit mourir seul, aux éditions MAM. Alors, aujourd'hui, nous ne parlons pas de bioéthique, quoique, mais de ces européennes. Vous avez donc annoncé le 4 avril faire cette coalition avec Florian Philippot, une liste souverainiste avec en tête de liste Florian Philippot, Myriam Palomba en deuxième et donc vous en troisième sur cette liste, avec sur cette liste également Pierre-Yves Rougeron, le général Christian Blanchot ou encore Marc Doyer, que beaucoup connaissent ici. Une liste commune aux élections européennes donc. Pour quelles raisons déjà ? D'abord parce que nous travaillons avec les Patriotes depuis plus de 4 ans maintenant. Nous avons agi ensemble pour défendre les libertés de nos compatriotes au moment de la crise sanitaire. Nous nous sommes retrouvés soit au Conseil d'État, soit dans des manifestations pour ce faire. Nous avons conduit une liste commune aux élections régionales dans le Grand Est en 2021, qui a fait un bon score d'ailleurs, un peu plus de 7%. Et puis nous partageons des combats que nous considérons, les patriotes tout comme nous, comme les autres personnes que vous avez citées, comme les urgences du moment, c'est-à-dire d'abord la promotion et la défense de la paix, deuxièmement la défense de nos libertés, troisièmement la préservation de notre modèle social qui est très attaqué en ce moment, les déclarations de M. Attal et de M. Le Maire qui veulent s'attaquer à l'assurance chômage ou à l'assurance maladie montre bien que notre modèle social est en danger. Tout cela s'appuyant sur la volonté de demander aux Français ce qui est leur souhait, d'après de nombreuses enquêtes récurrentes, demander aux Français s'ils veulent ou pas rester dans cette Union européenne qui nous ruine, qui nous asphyxie, qui nous emmène vers la guerre, qui nous bombarde de règlements et qui contraint nos libertés. Voilà. Nous n'avons pas trouvé d'autres partenaires pour considérer ces sujets comme prioritaires, donc naturellement, nous avons fait cause commune avec les Patriotes et toutes les personnes que vous avez citées, plus d'autres qui vont venir. Alors, vous avez parlé justement de partenaires pour mener cette liste. Vous aviez eu un autre partenaire, Reconquête, avec qui que vous étiez joint à eux pour la présidentielle. Alors, que s'est-il passé depuis la présidentielle pour justement pas grand-chose. Justement pas grand-chose. Nous avions tenu à formaliser cette coopération, ce qui était normal. Et puis, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il n'y a pas de réelle volonté de la part de Reconquête de coopérer comme des formations politiques peuvent coopérer. De coopérer avec vous ? Oui, avec nous, mais pas qu'avec nous. C'est, je crois, assez général. Il n'y a pas de partage thématique, il n'y a pas de possibilité de nourrir un projet européen qui est porté aujourd'hui par ce parti politique. Il n'y a pas eu de possibilité de faire valoir que les libertés, la paix pour nous et le modèle social sont des urgences. Enfin, ce que nos auditeurs Vous n'avez pas réussi à infléchir la ligne ? Mais c'est même pas infléchir, c'est de trouver des espaces de discussion pour travailler ces questions ensemble. Et moi, je comprends qu'on puisse considérer que le wokisme est un problème, que l'immigration est un problème, que la défense, le soutien au gouvernement israélien est un problème. Je comprends pas que ce soit des questions de rang 1 et considérées comme la cause de tout, parce que ça n'est pas vrai. Pour que nos auditeurs le saisissent de manière très, très rapide et très facile, vous pouvez imaginer toutes les politiques publiques que vous voulez. Si vous n'avez pas la liberté d'en disposer, la liberté d'en profiter d'une certaine manière, elles ne servent à rien. Vous pouvez défendre l'utilisation accrue du référendum, ce qui est notre cas, et nous partageons ça avec d'autres. Si vous organisez des référendums dans un contexte de restriction de la liberté d'expression, ça ne sert à rien non plus, etc. etc., là, etc. vous prêchez la parole à des convaincus, puisque nous défendons ici plus que jamais la liberté d'expression. C'est un de nos nombreux points communs, chère madame. Mais, malgré tout, vous parlez de liberté. Est-ce que c'est vraiment une priorité pour les Français, puisque vous parlez de défendre la priorité des Français
La première chose, c'est qu'on n'a pas l'impression que les Français tentent vraiment de défendre cette liberté d'expression ou ces libertés en général. Et là, on a bien vu ce qui s'est passé pendant la période Covid. On n'a pas vu non plus de réaction générale face à ces d'abord, restrictions de liberté. vous avez parfaitement... Et encore un chiffre, pardon, avant de vous donner la parole. Pardon. 67% des Français sont prêts à la limitation de leur liberté pour assurer leur sécurité. Ah non, mais ça, c'est le drame. Un jour, on aura plus de temps. Je viendrai à votre micro, si vous voulez bien, pour que je vous raconte cette histoire. Ce qui s'est passé dans la mise en place de l'état d'urgence après les attentats du Bataclan. Oui, c'est depuis le Bataclan, en effet. Tout est là. Tout est là. Ça se joue en quelques semaines à ce moment-là, et j'étais en charge du Et encore contrôle. à l'époque, les chiffres étaient plus importants. Je crois qu'on atteignait les 80%. Bien sûr, j'étais en charge du contrôle de l'état d'urgence pour le compte de la commission des lois. Donc j'ai suivi ça vraiment de près et de l'intérieur, c'est le cas de dire. Oui, ce qui veut dire qu'il reste quand même un tiers des Français qui ne sont pas de cet avis. Un tiers, c'est beaucoup. Deuxièmement, vous disiez, c'est la priorité des Français, ça devrait l'être. Un de mes regrets, c'est que je partage avec vous cette observation qu'ils ne sont pas très soucieux de ça et que le rôle des formations politiques, en tout cas c'est ce que nous avons considéré au moment de la crise sanitaire, comme les patriotes, c'est d'alerter sur la situation réelle et le fait que, par quelques côtés qu'on prenne le sujet, il n'y a pas un champ de nos libertés qui n'est pas menacé de près ou de loin par des législations nationales ou européennes depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est peut-être avant. Je n'avais pas cette préoccupation. Oui. J'ai fait 2 mandats au Parlement, 30 ans d'engagement politique pour la première fois depuis que Macron est arrivé au pouvoir. 1 an et demi après les premières lois Avia, vous savez, la censure sur Internet, l'interdiction de la haine sur Internet, enfin vous vous souvenez, ce genre de... voilà. Ce problème se pose aujourd'hui, il est absolument fondamental. Les Français doivent comprendre que si leurs libertés ne sont pas préservées, ils peuvent élire qui ils veulent. Ça ne changera rien. Et par ailleurs, ils seront malheureux. C'est-à-dire, non seulement ça ne changera rien, mais en plus, ils seront malheureux. Donc, il faut qu'ils se réveillent un petit peu. Voilà, c'est un des enjeux de cette campagne. Alors, deuxième question, justement, ils peuvent élire qui ils veulent, ça ne changerait rien. Est-ce que le fait de voter pour vous, de créer une liste, changera les choses au niveau européen? Première question. Et deuxième, justement, quelle influence pourriez-vous avoir au niveau européen? Quel groupe rejoindriez-vous? On a parlé juste avant, justement, des stratégies de groupe. Et ça pose aussi beaucoup de questions. On a bien entendu, finalement, soit on est dans un gros groupe type PPE, mais on est censuré de l'intérieur, soit on est dans un petit groupe, mais on est sûr d'être toqué de l'extérieur. Oui, en général, vous savez, c'est la règle du jeu majoritaire dans une assemblée parlementaire. Enfin, c'est pas très différent. Sauf que là, on fait union avec d'autres partis qui ne sont même pas ceux de notre propre pays. Oui, ça peut aussi arriver dans les assemblées nationales, les parlements nationaux. Mais vous avez raison, l'équation européenne est plus compliquée, d'abord parce qu'il y a plus davantage de parlementaires. Et deuxièmement, grosso modo, à part le PPE et le groupe socialiste, les autres groupes sont quand même assez largement à géométrie variable. Il y a des configurations qui se font, qui se défont. Alors, si Viktor Orban rejoint le groupe ECR, ça commence à devenir un groupe important. Oui, mais alors quelle ligne politique aura le groupe ECR, chère madame? Est-ce que ce sera la ligne du tiers des Italiens de madame Meloni qui soutiendra Van der Leyen ou ses amis? Ou est-ce que ce sera la ligne des Polonais ou des Hongrois qui la contreront? Alors, si c'est pour rejoindre un groupe... J'ai connu un exemple, c'est pour ça que je prends l'analogie des parlements nationaux. C'est le cas des frondeurs sous François Hollande. C'est-à-dire la 60aine de députés socialistes, c'était quand même un quart du groupe, un petit quart du groupe, ce qui n'est pas rien. Combien un bazar, mais monumental, dans les deux dernières années du mandat de François Hollande. Et empêcher dans une large mesure le groupe socialiste de tirer tranquillement, entre guillemets, sa ligne majoritaire. C'était pas illégitime de leur part, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand vous avez de telles forces contradictoires au sein d'un groupe qui peuvent aller jusqu'à un tiers. Oui, il n'y a plus de groupe. Enfin, vous savez plus quelle est la ligne politique. J'en sais rien. On verra en fonction de ce qui se passe un peu partout. Vous n'avez pas des idées? Il n'y en a pas tant que ça. Écoutez, ce sera de toute façon pas un groupe de gauche parce que c'est pas mon genre de beauté. Premièrement, deuxièmement. Un groupe de droite, il faudrait voir lesquels. Non, je ne peux pas répondre à cette question maintenant parce que je ne sais pas quelle sera la configuration. Et le groupe ECR, que je connais bien, puisque nos auditeurs ne le savent peut-être pas, je suis administrateur du mouvement européen des partis chrétiens, qui est un parti européen comme le PPE, comme le CR, comme d'autres. Comment dire, et nous avons des parlementaires européens dans ce mouvement européen des partis chrétiens, une grosse demi-douzaine, qui siègent à peu près tous dans le groupe ECR. Donc on connaît bien le groupe ECR. Oui. Maintenant, si effectivement c'est pour se retrouver à faire du grand écart permanent, avec en plus, très franchement, une forme de
de complexité, parce que moi je vois bien quelles sont les positions aujourd'hui que prend par exemple Reconquête sur la question de l'Ukraine. C'est incompréhensible cette position. Oui, j'allais vous demander quelle position. Marion Maréchal a déclaré qu'elle souhaitait la victoire de l'Ukraine sur la Russie. Ce qui quand on imagine... une position majoritaire, en fait. Non, mais ça, d'accord, mais ça peut être majoritaire et comment dire, absolument inadapté. Quand on se rend compte de ce que signifie financièrement, militairement, humainement, sur le plan géostratégique, la victoire de l'Ukraine sur la Russie, on se demande comment on peut... Elle dit ça probablement parce que le maintien des futurs éventuels élus Reconquête au sein du groupe ECR dépend aussi de l'alignement sur la position polonaise qui est majoritaire et sur la position italienne qui est celle-là. Donc si vous voulez, si effectivement c'est entrer dans un groupe pour se voir entravé en termes de liberté d'expression, je suis désolé, mais c'est pas là non plus, c'est pas ma tasse de thé. Alors, je vais vous faire écouter Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, qui a réagi à votre ralliement justement à la liste des Patriotes, et je vais vous faire réagir à sa réaction. Écoutez ça. Moi, j'ai de l'affection personnelle et humaine pour Jean-Frédéric, je le connais depuis très longtemps. Je regrette son choix et je veux dire à chaque électeur surtout, avec ce matin une certaine gravité. Si on pouvait arrêter les divisions inutiles ou les listes inutiles qui vont faire 0,4, 0,8 ou 1,3%, on a l'opportunité historique pour la première fois depuis 45 ans. Pourquoi je dis 45 ans ? Puisqu'en 1979 a été créée l'élection au suffrage universel des députés au Parlement européen. Ça fait 45 ans que la Commission de Bruxelles, de bureaucrates et de technocrates, que la Commission de Bruxelles, avec les LR, le PPE, les socialistes, les Verts et les macronistes, dirige l'Europe avec la catastrophe qu'on connaît. Pour la première fois, Maud Koffler, pour la première fois de notre histoire, on a l'opportunité le 9 juin de battre Von der Leyen, de supprimer la Commission de Bruxelles, d'établir un blocus naval militaire en Méditerranée en prenant la majorité et en faisant une Europe de droite avec Marion Maréchal, Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Viktor Orban. C'est pas le moment, je le dis à tous les frexiteurs, à tous les Français de droite qui éparpillent leur voix, ça n'est pas le moment de ne pas aller voter pour la seule liste, je dis bien la seule. Il y a des gens bien chez LR, il y a des gens bien au RN, mais il n'y a qu'une seule liste, grâce à nos alliés européens du groupe des conservateurs, qui peut prendre le pouvoir à Bruxelles. C'est le groupe auquel appartient Marion Maréchal. Donc le groupe, on parle de l'ECR justement, qui pourrait devenir un groupe important. L'opportunité de battre Von der Leyen, l'opportunité de prendre la majorité. Faut-il à ce moment-là créer des divisions inutiles ? La question que pose Guillaume Pelletier à votre égard. Il n'y a pas. Oui, je le remercie beaucoup. Je le salue d'ailleurs d'ici. Mais il vous salue au début de l'extrait. Il n'y a pas de division inutile dans la mesure où nous ne portons pas le même projet politique. Il faut bien prendre conscience de ça. Vous comprenez bien que c'est pas parce que on est du même bord de l'échiquier qu'on a vocation à se rassembler comme ça, embrassant-nous Folleville, et comment dire, ne tenir aucun compte des choses qui nous différencient. Donc l'union des droites ne fonctionne pas. Non, mais ça j'ai toujours dit, enfin on se connaît depuis assez longtemps, vous m'avez entendu dire ça 50 fois, l'union des droites ça n'existe pas. L'union des gens de bonne volonté autour d'un projet politique commun, ça existe. Pour l'instant, ce projet politique commun n'existe pas. Reconquête n'a pas voulu y travailler, il n'y a pas de division. Je vous le répète, j'étais de bonne volonté pour travailler avec les gens de Reconquête, ils n'ont pas voulu. Donc je ne vais pas faire comme si, comment dire, cette mauvaise volonté n'existait pas. Donc je prends mes responsabilités. Quelles sont-elles ? Elles consistent à dire aux Français, battre Von der Leyen, pourquoi faire ? Vous voulez me dire ? Et comment ça existe de battre la Commission de Bruxelles ? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de pouvoir de contrôle du Parlement européen sur la Commission. Ça n'est pas dans les traités européens. C'est pas le Parlement français, il ne faut pas confondre. Par ailleurs, le PPE... mais devenir majoritaire, c'est ça qu'il signifie. Devenir majoritaire avec le CR. Avec le PPE ? Avec le CR. Le CR tout seul ? Le CR rejoint par Orban un jour, peuvent devenir un groupe ça fait important. Combien de députés ? Une centaine ? Il y a 720 parlementaires européens, vous êtes majoritaire avec 100 parlementaires européens sur 720, comment vous faites ? Non. C'est une drôle d'arithmétique. Il n'y a pas de combinaison possible. Le PPE restera majoritaire, c'est clair. Il y aura 150, 180, 200 députés du PPE comme d'habitude. Le Parti Socialiste en fera autant, et s'il faut une coalition de gouvernement avec les libéraux, c'est ce qui existe aujourd'hui, ils la feront. ECR ou pas ECR, 15 députés de plus ou 20 de plus ECR, ça ne change à rien. N'ayons pas d'illusions. Le sujet, c'est de savoir à quoi sert d'être au Parlement européen, c'était votre question de tout à l'heure. Informer les Français sur ce qui s'y passe, lutter contre la corruption et la gangrène qui empêche cette institution de fonctionner correctement. Et petit vous pouvez à petit, lutter de l'intérieur ? Bien sûr, en informant les gens. Il y a des procédures qui sont lancées, des parlementaires... Des procédures qui sont très freinées. On en voit une contre Ursula von der Leyen qui n'avance pas. Si, ça avance, puisque bientôt le juge va commencer à convoquer les partis sur l'affaire
sur l'affaire des SMS de Pfizer. Et puis, elle est quand même assez relativement fragilisée. Enfin, on voit que tout ça n'est pas si rose. Alors ne vous inquiétez pas pour elle, si ça n'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre qui sera son clone. C'est pas Madame van der Leyen, ils en trouveront un autre. Il y a pas de, ça n'est même pas une affaire de personne. Elle avait quand même un beau pédigré, mais bon. Oui, mais enfin d'autres, vous savez, ça manque pas. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour la remplacer de manière avantageuse, entre guillemets. Donc ça, c'est une caisse de résonance, le Parlement européen, un lieu d'information et un lieu à partir duquel on doit solliciter les Français pour leur dire, demandez, exigez de vos gouvernants, de nos gouvernants, un référendum sur la place de la France dans l'Europe. Et encore une fois, défendez-vous, réveillez-vous. Ne croyez pas, je ne crois pas, je l'ai dit d'ailleurs à Guillaume, à Pelletier, à Marion Maréchal, à Éric Zemmour, je ne crois pas dans cette stratégie. J'y ai cru pendant un temps, d'ailleurs vous m'aviez interviewé il y a quelques temps. J'allais vous poser cette question. C'est très simple. Je rappelle juste à nos auditeurs qui ne connaissent pas toutes nos émissions par cœur qu'à la rentrée, disons, des classes, en septembre-octobre, nous vous avions interviewé pour une interview que vous pouvez retrouver sur le nom de Frexit or not Frexit, qui était finalement cette question de dire êtes-vous pour ou contre le Frexit? Et à ce moment-là, vous nous disiez je ne sais pas ce qui arriverait si on enclenchait le Frexit. Je ne sais toujours pas. Mais ce que je sais en revanche, c'est que la situation d'il y a 6 mois n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. En 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? La situation de votre parti ou la situation générale? Non, la situation générale. C'est pas du tout. Non, notre parti n'a pas changé. D'abord, je n'ai jamais été contre le principe du Frexit. Premier élément. J'ai même écrit dans un livre il y a plus de 3 ans maintenant qu'il fallait l'envisager comme une issue possible en cas d'échec de toutes les voies de réforme institutionnelle ou de préservation des intérêts de la France autant que de besoin. Je constate que ces voies sont impossibles. J'ai cru qu'elles l'étaient. Elles ne le sont plus. Et qu'est-ce qui a été le détonateur? Tous les éléments qui se sont produits ces derniers temps sur la volonté de l'Union européenne de voir ratifier le protocole de l'OMS sur les politiques sanitaires et la privation des nations de leurs compétences en termes de politique de santé publique. C'est pas aussi facile que ça, mais enfin là. Le soutien démentiel, complètement irrationnel de l'Union européenne à l'Ukraine à fond perdu, et on est en train de tuer des gens pour rien, pour être clair, ça ne sert à rien seulement. Troisièmement, la volonté de Madame van der Leyen de créer un poste de commissaire européen à la défense au mépris de tous les traités, de tous les engagements et de toutes les institutions dont elle devrait avoir, pour une partie en tout cas, la garde. Et quatrièmement, l'incapacité de faire comprendre quoi que ce soit à cette institution, même pas de l'intérieur. Donc quand une institution est à ce point dévoyée qu'elle ne respecte pas ses propres règles, comment voulez-vous la réformer de l'intérieur? C'est impossible. Et comme elle n'est pas réformable de l'intérieur, c'est devenu un canard sans tête, et qu'il n'y a pas de raison qu'à l'occasion des prochaines élections européennes, ce canard récupère une tête, Donc vous ne comptez pas changer l'Europe de l'intérieur en étant élu là-bas? Je crois que c'est très compliqué. Très compliqué, je pense que c'est théoriquement possible, ça existe sur le papier. Mais théorie, c'est un beau pays où personne n'habite, comme je dis de temps en temps. Donc quand on dit en théorie c'est possible, ça n'existe pas, le pays théorie. Ce qui existe, ce sont des rapports de force entre une commission surpuissante, un Parlement qui a peu de pouvoir institutionnel, et le seul pouvoir du Parlement, comme son l'indique, c'est de parler. En plus, alors quand il se tait, évidemment, ça devient un petit peu réduit cette affaire. Donc l'intérêt d'avoir des députés qui sont des Européens, qui s'apprêtent à être qui sont déjà des résistants, comme nous le sommes, avec la possibilité d'avoir en plus accès à des informations sélectives, on va dire, puis une caisse de résonance et un mégaphone, c'est très utile pour organiser la résistance des Français, à supposer que eux aussi soient en situation de vouloir résister, ce que je souhaite. Ce que nous souhaitons aussi. Et sur ce point-là, nous sommes en accord. Jean-Frédéric Poisson, président de Via le Peuple, et donc qui lance cette liste des patriotes, des souverainistes, on va dire, avec Jean-Frédéric Poisson, avec Florian Philippot, des patriotes, justement. Donc une liste à suivre, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. Par ailleurs, je voulais dire à Guillaume Pelletier aussi, j'ai oublié de lui répondre qu'on veut faire beaucoup plus que 0,8 ou 1,4%, et qu'il ferait bien de faire un petit peu attention au score qu'il s'apprête à faire aussi, qui sera certainement moins important que celui que les sondages leur donnent. Faire attention quand on tape sur ses voisins, on transmettra le message, on l'invitera d'ailleurs. Je n'y compte pas. Merci beaucoup en tout cas Jean-Frédéric Poisson.